C'est l'un des plus grands peintres du XXe siècle que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Georges Mathieu. De la création, encore de la création, toujours jusqu'au bout. Architecte, créateur de mots, créateur d'images, créateur de couleurs. Merci Georges Mathieu d'être là pour l'événement que constitue la grande exposition au château de Versailles. Une exposition événement. Toutes les plus hautes autorités de la République qui vous rendent hommage aujourd'hui. Vous, le monarchiste qui se retrouve naturellement au château de Versailles. Oui, c'est vrai que j'aime Versailles depuis toujours, oui. Oui. Même avant de connaître Versailles. Oui. Pourquoi cet amour de ce que constitue ce château merveilleux? C'est pas tellement le château, par exemple, l'endroit où sont exposées mes œuvres, là, est aussi beau que toutes les pièces du château, et c'est plus mystérieux encore. Vous savez, j'ai habité Versailles pendant quelques années. Je n'étais pas élève du lycée Hoche pendant 3 ans, 3-4 ans. Et puis, j'ai toujours un culte pour Versailles, je sais pas. Et pour les rois aussi. Ouais. Je disais le monarchiste, ça, vous ne changerez jamais. Et vos tableaux le montrent, parce que vos tableaux racontent cette royauté que vous admirez, mais qui nous parle aussi quelque part aujourd'hui. Oui, enfin, me parle comment? Je ne sais pas. Enfin, c'est plutôt ma mémoire ou ma sensibilité qui vont ressurgir ces images. Je crois que c'est un petit village au temps de Louis XIII qu'il a découvert. C'est un lieu où il chassait. Et puis il avait un tout petit pavillon, et puis ça s'est agrandi avec le roi Louis XIV, bien sûr. Ouais. Alors vous, évidemment, Georges Mathieu, vous êtes né en 1921, Georges Mathieu d'Escaudœuvre, dans une famille issue de la noblesse, donc quand même, bon sang ne saurait mentir, mais lorsque vous avez commencé à dessiner, vous ne vous doutiez pas évidemment que vous alliez en faire votre vie et puis votre façon de parler au monde. Non, je ne dirais pas d'ailleurs que je n'avais pas les premiers prix de dessin, les seconds peut-être, mais je me sens pas véritablement doué pour la figuration en tout cas. Et puis peu à peu, j'en suis venu à nier la figuration pour trouver une image plus directe avec le spectateur, parce que passer par la figuration, c'est un détour, n'est-ce pas? Les sensations doivent venir de cette présence immédiate qui vous atteint sans raisonnement, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suis pour tous les irrationnels. Je trouve ce monde tellement rationnel, ça me peine infiniment. Ouais. Vous êtes tous les irrationnels parce que la peinture est un langage qui permet d'aller au-delà de ce rationnel. Pour dire quoi finalement? Quel est le langage de la peinture? C'est très personnel. Normalement, tous les êtres réagissent différemment, n'est-ce pas? Mais évidemment, avec la peinture abstraite, on est en prise directe avec l'œuvre, alors qu'avec les œuvres figuratives, on est empêché par la représentation. Alors, certaines représentations peuvent émouvoir, mais ce n'est pas ça le sujet. Et c'est pourquoi il est agréable de s'en débarrasser. Autrement, on ne fait que représenter, narrer, expliquer, démontrer, alors que la peinture abstraite donne l'occasion d'un impact immédiat, s'il est ressenti, bien sûr. La plupart des êtres ne voient pas toujours ce qui est exprimé. Ouais. Quand on parlait d'émotion, c'est ça. Et c'est aussi la peinture une manière de se raconter soi. Oui, peut-être aussi, oui, bien sûr. Ouais. Quand je dis ça, c'est évidemment, est-ce qu'on pourrait dire que votre œuvre parle pour vous? Oui, aussi, si vous voulez, je veux bien. Ouais. Elle a inventé, alors Malraux avait dit de vous que vous aviez inventé une nouvelle géométrie. Ah oui? Ça, c'est un... Bon, je ne sais pas si vous acceptez ce genre de calligraphie occidentale. C'est-à-dire que vous inventez finalement une autre façon de dire. De dire? De dire, parce que votre peinture parle. Ah oui? Oui? Oui, je ne sais pas. On a tellement abusé de ce mot de calligraphe. Enfin,
Autrefois, j'étais assez amusé par l'écriture même, dans mes lettres, ou je sais pas. Mais maintenant, je trouve que c'est un peu dérisoire. Ouais. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est toujours, vous le disiez, difficile de parler d'une œuvre. On vous voit dans certains moments quand vous faites des œuvres devant le public, hein, et évidemment, j'imagine que vous entrez en transe aussi d'une certaine façon. Non, pas du tout, ça m'apparaît tellement naturel. J'étais dans un théâtre, je sais plus, c'était un des plus grands théâtres de Paris, mais tout à coup, il y avait une sorte de rumeur, ou de chahut même, parce que je ne sais pas qui était là, des étudiants ou je ne sais qui. Alors, j'ai arrêté de peindre et j'essayais de regarder la salle dans les yeux, comme ça. Puis je me suis dit que c'était moi le seul témoin de mon œuvre et que j'ai recontinué. Et puis on m'a laissé tranquille. Ouais. Parce que on a l'impression que quand même, à un moment, les œuvres vous échappent. Et ces œuvres, je crois que vous disiez, à un moment, vous avez mis de la musique chez vous. Et vous disiez, mais mes œuvres n'avaient jamais entendu la musique jusque-là. C'est-à-dire, vous parlez de ces œuvres comme de quelque chose d'humain presque. Oui, sans doute. J'aime beaucoup la musique. Je n'ai pas une passion pour Mozart, par exemple. Et là, j'écoutais pour la première fois la musique de Pergolesi. Et ce nom m'était familier parce qu'il y a une rue dite Pergolèse tout près de chez moi. Mais là, j'ai appris, quelqu'un était venu m'apporter des morceaux de musique de Pergolesi, on doit dire zi. Et j'écoutais cela tout à fait fasciné. Et je pensais aussi que c'était en effet la première fois que mes tableaux pouvaient écouter la musique. Évidemment, tout ça s'inscrit dans son temps. Et alors, vous avez traversé les époques, les pièces de monnaie que vous avez dessinées, les logos pour des chaînes de télévision. C'était aussi nécessaire pour vous, comme ça, de participer, que l'art participe à son époque. Oui, bah, la plupart du temps, c'était des demandes. Moi, c'était pas spontané. Mais, en tout cas, j'accueillais toutes les demandes avec joie. Enfin, parce que c'est autant de défis chaque fois. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure on est capable de tout faire, bien sûr. Mais c'était toujours avec une grande délectation que j'ai fait toutes les œuvres, même le 7 d'or, ou je ne sais pas. Mais c'est enfin, c'est ma façon de vivre, tout simplement. Les parcours, évidemment, sont des rencontres. On ne pourrait pas ne pas parler, évidemment, de Georges Pompidou, mais aussi, évidemment, de Jean Cocteau, de tous ceux qui... Einstein, avec qui vous entreteniez une correspondance. C'est-à-dire que ces rencontres, on voit ici Georges Pompidou, ce sont des moments très forts dans votre vie. Vous vous êtes construit et votre œuvre s'est faite aussi de l'apport des autres. Ben oui, bien sûr. Mais j'étais très sensible, vous savez, que Pompidou était du signe du 5, je crois, du 5 juillet. Et je trouvais que ce signe du juillet m'apparaissait comme l'expression la plus totale de la sensibilité. J'ai connu des êtres du 2 juillet, lui du 5 juillet, je crois. Cocteau, c'était quoi? C'était aussi peut-être 2 ou 5. Ouais. C'est l'astrologie aussi qui vous guide, hein? Non, pas du tout, je l'ignorais, mais en général, ce signe de juillet exprime bien le caractère du cancer, ça s'appelle le signe du cancer. Et c'est très émouvant de rencontrer des êtres. Moi, je suis du mois de janvier, donc je suis Verseau. Et le Verseau m'apparaît être le signe vraiment du Créateur. Ouais. De quel signe êtes-vous? Gémeaux. C'est très compliqué. Oui, c'est assez complexe. Mais quand vous parliez du Créateur, évidemment, c'est Dieu. Votre œuvre est très empreinte de ça, de votre croyance. Je ne sais pas si c'est vraiment une croyance. Ça m'apparaît quelque chose de naturel et d'inné. C'est pas mon esprit qui est
ne me semble pas soumis à l'espérance divine, mais c'est ainsi. Bon, c'est très difficile à exprimer. J'ai même l'impression que je suis l'objet d'un don et que ce n'est pas moi entièrement qui peint ou qui pense. C'est une métamorphose extraordinaire. Enfin, personne ne sait où est Dieu, s'il vous traverse, s'il vous parle à votre place. Étant croyant ou pas, on est fatalement croyant, parce que même les êtres les plus simples doivent penser qu'ils n'existent pas tout seuls. Enfin, c'est une sorte d'échange. Il y a dans vos œuvres, pour certains, une sorte de cosmos, c'est-à-dire de création du monde. Il y a une dimension céleste dans ces lumières, dans ces couleurs. Vous êtes conscient de cette idée, de cette image que traverse votre œuvre? Quelquefois, j'en suis fort étonné, oui. Et je suis étonné aussi lorsque mes œuvres sont rejetées. Je me souviens d'une fois où j'avais dû faire une peinture de 12 mètres sur 4 sur la scène du théâtre Charles-Bernard. Et dans les premiers temps, il semblait, je ne sais pas, il y avait quelques chahus. Alors j'ai regardé ce public dans le noir, n'est-ce pas? Puis je pensais que j'étais le seul témoin et le seul responsable, et j'ai continué à peindre. Ouais. Mais quelque part, ça ne vous dérange pas de déranger? C'est-à-dire vous êtes aussi un peu un provocateur. Non, c'est pas ma volonté. Vous l'avez provoqué quelque part. Mais il faut l'art est une provocation aussi. Pas toujours, non, non. Ouais. Au XVIIe siècle, tous les peintres étaient conventionnels, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu véritablement de grand choc. Je crois que c'est avec le XXe que on parlait tout à l'heure avec votre secrétariat à propos d'un peintre qui est Picasso. Oui, comme un destructeur finalement. Vous dites Picasso était un destructeur? Oui, oui. Un destructeur de l'humain, de tout. Mais je ne sais pas, il n'y a pas une œuvre vraiment grandiose de Picasso qui m'atteint. Et vous, qu'est-ce qui vous atteint? On parlait du XVIIe siècle, on parlait d'un art où la France était présente en Europe, avec l'Italie, et avec une fulgurance créative. Oui, par l'intermédiaire du roi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les présidents de la République qui nous ouvrent le monde, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il y a aussi quelque chose qui a sans doute un rapport avec Dieu, ou je ne sais pas. Mais pour moi, quand je dis que je suis royaliste, c'est aussi parce que j'ai l'impression que les rois étaient désignés par Dieu, d'une certaine façon. À quoi sert l'art? C'est la question finalement. À quoi sert tout ça? Je ne sais pas si ça sert vraiment, ça émeut, c'est tout, mais non, c'est utile dans la mesure où c'est notre seul échappatoire, n'est-ce pas, dans la vie humaine qui n'est qu'humaine, n'est-ce pas? Et l'art permet sans doute de dépasser l'humanité pour un projet inconnu. C'est-à-dire au-delà de la mort? Oui, bien sûr. Et même, je ne sais pas, j'ai récemment rencontré une dame qui me démontrait que les personnes mortes que j'ai connues continuaient d'exister autour de moi. J'en étais très surpris. Mais c'est tout à fait probable. Et les œuvres existent, elles, au-delà de leur créateur. Ça, vous vous dites, moi, l'œuvre, elle restera. Elle est là. Elle va, vous disiez tout à l'heure, elle va continuer de vivre après vous.
Je n'y pense pas beaucoup. Ouais. Ce sont des enfants quelque part aussi, même si aujourd'hui on vit dans un monde où c'est le marché de l'art. Ça, c'est quelque chose que vous avez toujours rejeté, cette Oui, c'est idée choquant, économique oui, c'est ça, oui. de la valeur des œuvres. Ouais. Oui, absolument. D'autant plus que ceux qui se disent amateurs et qui ne sont que des financiers parfois. Oui, c'est très, très choquant, puisque l'œuvre n'a pas de valeur en soi. Elle se propose d'émouvoir, c'est tout. Vous avez inventé ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, cette explosion lyrique, cet art lyrique, hein, de la peinture après la guerre. Oui, j'ai associé cet adjectif lyrique parce que, avant moi, j'ai combattu longtemps ce qu'on appelait l'abstraction géométrique, n'est-ce pas, qui m'apparaissait trop rationnel. L'adjectif lyrique lui a donné une autre connotation, plus libérale. Oui. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a la possibilité du chaos, de la mouvance, du baroque, si vous voulez. Le baroque aussi est une opposition au classicisme. Il y a des êtres dans la vie qui ne sont que classiques, n'est-ce pas? D'une grande banalité. Et quelquefois, ils rencontrent tout de même la contradiction. C'est de cette contradiction, de ce choc, que peuvent naître les œuvres, véritablement. Autrement, ça n'est que convention, ce n'est que... Moi, je suis évidemment pour la démesure. Enfin, c'est le seul langage qui est le mien. C'est un peu révolutionnaire tout ça. C'est même tout à fait révolutionnaire, oui. Mais je n'aimerais pas ce mot révolutionnaire parce qu'il est très limité. On repense tout de suite à notre Révolution française. En général, les révolutions sont faites par des ignorants ou des êtres qui n'ont pas compris. Remarque, il y a quelques mois en France, il y a eu une sorte de révolution aussi. Mais dans votre acceptation du terme, révolution, vous l'acceptez? Oui, je l'accepte vraiment pas avec joie. Je crois qu'il n'y a pas lieu de faire des révolutions. On peut apporter quelque chose, mais pas détruire. Je trouve que la Révolution française, qui a pu apparaître exemplaire pour nos voisins, m'apparaît scandaleuse. Aujourd'hui, vous diriez, Georges Mathieu, quand même si ce monde n'est pas celui que vous voudriez peut-être, que dans votre peinture, il y a l'amour des autres. Vous le sentez ça, vous pouvez le dire? Je ne dirais pas amour, il peut y avoir une coïncidence, mais je serais évidemment très sensible si c'était le cas, mais c'est tellement rare l'expression de l'amour à l'endroit de mes œuvres. Il y a tellement d'autres façons vulgaires de l'évaluer, n'est-ce pas? Vous avez fait allusion tout à l'heure au financement des œuvres. Il y a une personne qui actuellement s'est réfugiée en Italie et qui fait croire qu'elle est absolument passionnée des œuvres d'art. Mais c'est le contraire, c'est scandaleux ce qui arrive à cet homme qui fait croire qu'il est grand amateur.
Il s'est réfugié à Venise, là, récemment. Enfin, c'est encore plus scandaleux, n'est-ce pas? Et j'ai vu ce matin dans un journal, justement, son image et une image qu'il considérait comme... Ouais, il y a des êtres qui, par leur seule fortune, leur fortune financière, j'entends, n'est-ce pas, semblent pouvoir régner ou influencer des quantités d'êtres qui ne sont pas du tout prêts à admettre ces choses. Vous diriez, vous, Georges Mathieu, c'est quoi votre fortune à vous aujourd'hui? Qu'entendez-vous par là? Non, je ne sais pas comment j'existe vis-à-vis du public, finalement. Ce sont mes œuvres, mais... J'aime beaucoup l'histoire, la philosophie, la France, c'est bien sûr, plus que tout, et Versailles encore plus. Parce que Versailles, c'était vraiment, après cette petite halte de Louis XIII, ça a été une inspiration pour le roi qui a voulu en faire un palais le plus grandiose qui soit. Une inspiration pour vous aussi, parce que combien d'œuvres vous avez consacrées à Versailles, au roi? Oui, derrière l'histoire, vous parliez du baroque, il y a une description du monde finalement. Il y a un regard sur le monde d'aujourd'hui aussi. À partir de vos œuvres et du regard qu'elles portent sur l'histoire. Vous croyez? Vous êtes bien généreux. Alors écoutez, moins que ceux qui disent que Mathieu de tous les combats porte cette pensée au nu, à bout de bras, depuis 40 ans. Jamais plus le combat d'un homme depuis son premier cri jusqu'à son dernier souffle ne saura ressusciter la flamme du sensible qui brûle en l'homme depuis l'aube de l'humanité. Mathieu nous a fait don de ce nouveau jour. Il y en a qui écrivent ça de vous. Oui, c'est généreux, oui. Qu'est-ce que vous diriez de vous? Oh, j'aurais plus d'humilité. Oui, bien sûr, mais vous diriez quoi? Rien. Si vous deviez vous présenter, Georges Mathieu, avant de se quitter, avant de me dire encore quelques mots sur Versailles, vous diriez quoi de vous? Évidemment, je ne dirais pas que j'ai inventé l'abstraction lyrique, mais justement parce que avant moi, toutes les abstractions étaient géométriques, étaient rationnelles. J'aimerais tellement faire entrer dans notre civilisation un peu plus d'irrationnel et de poésie. Mais les êtres ne sont qu'humains, en général. Oui. Mais les œuvres sont plus grandes. Oui, ils voudraient transcender, bien sûr. C'est la seule chose qui compte dans une œuvre d'art. Son pouvoir magique de dépasser, même s'il s'agit d'œuvres figuratives, c'est toujours l'essentiel qui n'est pas perçu d'ailleurs. C'est désolant de créer pour des aveugles. Mais c'est ainsi. Et peut-être les aveugles finissent par voir. Je l'espère. Merci Georges Mathieu d'avoir été notre invité sur ce plateau. Vous, le créateur, 50 ans de création en tous les cas, une magnifique exposition au château de Versailles. C'est un événement national. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et très humble aussi. À bientôt, j'espère.